What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la dernière vidéo de la série consacrée spécialement à l'Ukraine. Dans ce dernier chapitre, on va parler des différentes factions présentes dans le camp ukrainien et dans le camp russe. Pour le camp ukrainien, on va parler de la force de défense territoriale ainsi que la Légion internationale des volontaires. Et du côté russe, on va parler des mercenaires de chez Wagner et de l'armée tchétchène présente en Ukraine. Je rappelle que cette vidéo, tout comme cette chaîne, est apolitique. Nous sommes juste là pour vous donner quelques petites informations sur le matériel, sur l'équipement utilisé par les différents soldats présents sur le terrain. On ne pourra pas faire une liste exhaustive de tout le matériel qui circulent sur le territoire ukrainien. Il y en a partout de toutes sortes, donc on va seulement prendre les éléments les plus pertinents, les plus importants, et ceux que j'ai pu vraiment identifier et certifier à 100%. Commençons par le côté ukrainien. On va retrouver la force de défense territoriale ukrainienne qui se compose de plusieurs dizaines de milliers de soldats. Elles sont réparties en 3 bataillons, Azov, Haïdar et le bataillon du Donbass. Ces 3 bataillons sont répartis sur l'ensemble du territoire ukrainien. Ce ne sont pas des soldats conventionnels, ce sont des civils qui sont portés volontaires pour l'effort de guerre et pour combattre l'envahisseur. Leur équipement évolue énormément, suivant la localisation de ces troupes. Mais dans la plupart du temps, ils vont avoir de l'équipement de dotation, comme le soldat ukrainien de base, mais aussi de l'équipement provenant de dons extérieurs. D'où l'obligation de mettre un brassard de couleur bleue, pour bien se différencier, ou jaune, du camp adverse. Au niveau de l'armement, on va voir un petit peu de tout. C'est un peu la foire à la saucisse. Mais la plupart du temps, ils vont avoir des armes sur la base d'AK. Voilà, la panoplie parfaite du combattant d'Europe de l'Est. Mais aussi, ils vont être menés à manipuler des armes beaucoup plus destructrices qu'un Mosin Nagant ou je ne sais quel AK. Je pense notamment au Javelin, à l'AT4, au Panzerfaust, au Stinger, et j'en passe. L'utilisation de cet armement fait un mal monumental, que ce soit matériel ou psychologique. La simple formation pour manipuler un Javelin ou autre, c'est environ 15 minutes, donc un civil parfaitement novice dans le maniement des armes peut atomiser un char à 300 mètres. Pour votre culture générale, le Mosin Nagant a eu un kit de revalorisation de l'externe, c'est-à-dire que le kit bois peut être remplacé par un kit en aluminium. Donc ça a quand même un peu plus de gueule. Passons dès à présent à la Légion internationale des volontaires. Elle compte environ 30 000 soldats. Ce sont des soldats qui viennent des 4 coins de la planète. Quand je dis soldats, je généralise, mais c'est souvent des volontaires, des anciens militaires ou des militaires qui sont partis rejoindre les forces ukrainiennes. Impossible de faire une liste exhaustive de l'équipement utilisé, car les hommes déployés des différents pays viennent des fois avec leur propre matos, donc on va avoir un petit peu de tout. Mais parmi eux, il va y avoir des Tatars, des Biélorusses, des Tchétchènes qui font partie d'un bataillon bien spécial, mais aussi des Canadiens, des Américains et des Coréens, et j'en passe. Pour beaucoup de ces combattants, ils vont avoir, comme les forces de défense territoriale, de l'équipement de dotation ou provenant de dons. Mais certains ont quand même réussi à amener leur propre matos sur le terrain. Je pense notamment à certains Américains, des Américains de Forward Observation Group, si vous ne les connaissez pas, vous avez le lien en description de vidéo, qui ont ramené du gros matos bien lourd, donc des choses comme on dit du gear Gucci, de la grosse marque comme on aime, Ferro Concept, Craig Precision et j'en passe. Dans la même veine que Forward, on va avoir Northside Group, qui est le Forward ukrainien. Et eux, pareil, bon gros Gucci Gear, AVS Cry, Ferro Concept, First Spear, mais aussi du matos un petit peu moins connu comme Gear Lab, que j'ai découvert grâce à leur page. Et eux, ils vont vraiment évoluer essentiellement sur de la plateforme AK. Tous les liens seront en description de vidéo. Mise à jour sur l'armement et l'équipement du soldat ukrainien. Alors, il faut savoir qu'il y a des armes qui étaient sur le point d'être créées, des armes ukrainiennes inspirées de licences bien connues, comme le TAR 21, notamment de la firme Tavor, et le MCX de chez Six Hour. Ces licences ont été vendues à l'entreprise FOR, qui les a sorties sous une dénomination assez simple, le FOR 231 pour le TAR 21 et le FOR 235
236 et 237 pour le MCX. Alors pourquoi il y a 3 MCX? Parce qu'il y a 3 calibres différents. Ce petit dessin va vous expliquer quels sont les 3 calibres utilisés par les Ukrainiens. On peut relever aussi des unités anti-drones et des unités de pilotage de drones d'espions et des drones d'attaque. Les sections, les groupes anti-drones sont équipés de matériel bien spécifique. Alors je pense que ce sont des canons filés, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est des trucs à impulsion électromagnétique, je n'ai aucune idée. Si vous avez la moindre information, vous pouvez mettre ça en commentaire. Parce que là, j'ai pas plus trouvé d'informations que ça sur ces armes-là. Et en parlant de technologie, on va aussi mettre le doigt sur du matériel thermique qui a été, je pense, donné, notamment des thèmes de chez ATN et de chez Pulsar, voilà, des lunettes thermiques très efficaces, et quelques produits de chez L3 Harris. Produits qui sont très haut de gamme, et franchement, c'est du très très lourd. On en a fini avec l'armée ukrainienne. Passons maintenant au camp russe. Un des principaux alliés des Russes, c'est l'armée tchétchène. Elle est composée de plusieurs dizaines de milliers de soldats, mais ceux qui sont présents sur le territoire ukrainien, ce sont les soldats de la garde personnelle de Kadyrov, qu'on appelle les Kadyrovtsi. Alors c'est un petit peu les troupes d'élite, les troupes de choc. Ils sont équipés de matériel, on va dire, russe, en tout cas d'après ce que j'ai pu observer et authentifier, mais aussi j'ai pu voir du matériel américain, notamment des EOTech, des Trigicon, des PEC-15 de chez L3. Il y a quand même, si c'est pas de la repro, ça pourrait l'être, si c'est pas de la repro, ils sont pour moi mieux équipés que les Russes. Mais ça, c'est que mon avis personnel. Et les soldats tchétchènes sont quasiment tous sur 2 camos, c'est le camo Atax FG et l'Atax AU. Et ils vont se fournir chez 2 fabricants, en tout cas pour le vestimentaire, c'est SSO et Ana Tactical. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais j'ai pas plus d'informations que ça. Le seul gilet que j'ai pu identifier et authentifier provient du fabricant Stitch Profi, et c'est le Stitch Défense mode 2. Je pense aussi qu'ils utilisent un autre gilet qui est une copie de l'AVS Kraï et qui est produit par ARS Arma. Les soldats de Kadyrov sont très bien équipés, mais je ne sais pas si vous avez entendu les différentes rumeurs ou je sais pas, les différentes informations qu'on peut entendre à droite à gauche, que leur système de communication n'est pas au top et qui sont sur des fréquences civiles open bar. Donc si c'est le cas, les gars, mettez pas tout le budget dans l'équipement, prévoyez aussi un petit budget pour des radios cryptées. Continuons sur une des factions qui était présente bien avant le conflit en Ukraine, ce sont les séparatistes. Ils sont quasiment en grande majorité appuyés par la Fédération de Russie, que ce soit le financement, que ce soit l'équipement, le ravitaillement et j'en passe. Ils ont plusieurs équipements divers et variés. Suivant l'époque du conflit, donc quand je dis l'époque du conflit, c'est à partir de 2014, ils avaient quand même un équipement russe assez moderne pour l'époque et pouvaient rivaliser avec les forces ukrainiennes. Avec le temps, on voit que ils vont avoir des armes un petit peu passées, Mosin Nagant, PPSH et autres, même des équipements assez rudimentaires, comme des casques par éclat datant de la guerre froide, et des uniformes Ratnik, comme vous pouvez voir sur les photos. Il y a quand même des soldats qui combattent avec les uniformes traditionnels, notamment le couvre-chef tchétchène, que vous pouvez voir sur la photo, ou des uniformes vraiment datant d'il y a plus de 50 ans. Il y a un petit peu tout, et c'est pour ça que je le répète, le port du brassard est obligatoire, pour pas faire un tir ami. Voilà, c'est une force qui comporte plusieurs milliers d'hommes, hein. C'est quelque chose qui est assez conséquent. Dernière faction dont on n'a pas encore parlé, ce sont les mercenaires de Wagner. Grâce aux médias, on sait que l'entreprise privée Wagner a des intérêts un petit peu partout sur la planète, notamment en Ukraine. D'après le renseignement ukrainien, il y a plus de 1000 combattants de Wagner présents sur le sol ukrainien. Le seul moyen d'identifier ces soldats, c'est grâce à leurs patchs qu'ils portent sur leur tenue. Alors, ils ne sont pas couverts de patchs, il y en a un ou deux grand maximum, il y a différents variants, mais le thème sur le fond est le même, une tête de mort avec un viseur en plein milieu. Mise à jour sur le matériel utilisé par les soldats russes sur le terrain. Certains d'entre vous ont remarqué qu'il y avait du multicam chez les Russes. Alors, il faut savoir que le multicam, c'est le camo le plus reproduit au monde. Il ne fallait pas laisser traîner les brevets sur internet.
Et on va retrouver différents fabricants qui ont repris, le camo multicam et qui l'ont mis un petit peu à leur sauce. Je pense notamment à Ana Tactical, qui a créé une gamme spéciale, la gamme M1, M2, les pantalons Rush qu'on va retrouver souvent, mais aussi une marque un petit peu moins connue du grand public, c'est la marque Voin, c'est le Crye Précision russe, et celle-là va équiper vraiment les forces spéciales, et qui est reconnaissable facilement grâce aux pads tout en longueur sur les coudes et sur les genoux. Voilà, dans le même style que l'armée tchétchène, on va retrouver aussi des gilets de chez SSO et des gilets de chez Ana Tactical. Tout comme les Ukrainiens, ils utilisent des moyens de dissimulation, de tromperie, de trompe-l'œil, en déguisant des véhicules en chars, comme vous pouvez voir sur la photo, ou encore en mettant du bardage sur des camions et en les recouvrant de feuilles pour essayer d'échapper aux drones. Je pense que ça doit marcher une fois, pas 10 quoi. Mais tout comme les Ukrainiens, ils ont mis en place des unités de drones et d'anti-drones. Voilà, c'est le nerf de la guerre, l'observation, l'information, ils l'ont bien compris. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, on en a terminé avec ces vidéos sur le conflit ukrainien. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.